Alors Chaluçay, c'est un site qui topographiquement est créé par la confluence de deux rivières. Donc la Briance d'un côté, la Ligourd de l'autre, qui se rejoignent et qui ont découpé un éperon rocheux de à peu près 400 mètres de long, qui est raccordé à un plateau. Une fois que vous êtes sur l'éperon, vous avez des pentes qui vous protègent et le fossé de barrage vous protège d'un assaillant qui viendrait du plateau. Donc c'est cet énorme éperon rocheux de 400 mètres de long qui a servi de support à la construction d'un château. En réalité, il n'y a pas qu'un château, il y en a deux. Dès le XIIIe siècle, les sources parlent du castrum supérieur et du castrum inférieur, du château et du château bas. En partie basse, on a la tour Jeannette, qui est ce donjon à contrefort qu'on voit très bien aujourd'hui, en haut duquel on peut d'ailleurs monter, on a une très belle vue sur les environs. Cette tour qu'on appelle la tour Jeannette, ce donjon bas, était environné par un petit château qui est aujourd'hui complètement ruiné, mais dont les archives montrent qu'il était peuplé par un ensemble de chevaliers, plusieurs familles de chevaliers vivaient là. Et ce bas castrum a été agrandi dans la deuxième moitié du XIIIe siècle par une sorte une extension agglomérée, ce qu'on pourrait appeler un village castral en réalité. Ça c'est en bas. Et puis on a un château haut, un castrum haut, où on avait la même chose, plusieurs familles de chevaliers qui vivaient sur place avec également un embryon de village. Et tout ça a été perturbé à la fin du XIIIe siècle par l'implantation d'un château neuf. Et c'est ce qui constitue en fait les ruines du haut Chaluçay. C'est un véritable palais fortifié, extraordinaire, avec de très hautes, une très forte muralité, des murs extrêmement élevés. Et donc ça c'est le château. Mais en fait c'est un château neuf installé dans le castrum supérieur de Chaluçay. Donc vous voyez, c'est vraiment un ensemble extrêmement vaste dans un site naturel qui est très sauvage, qui produit des ambiances particulières, avec des sonorités particulières. À la fin du XIIIe siècle, le château neuf de Chaluçay, ce palais fortifié de Chaluçay, nous met vraiment dans le standing de la fin du XIIIe. C'est un château au plan régulé, quadrangulaire, avec des tours de flanquement aux angles, avec des archères un peu partout, des machicoulis qui ne servent à rien. C'est purement de l'affichage d'une modernité, mais qui n'est pas utilisable, puisque du côté le plus dangereux, du côté du plateau, on n'a pas installé de machicoulis. Là où il pourrait servir, on n'en met pas, parce que c'est un peu fragile. Et on a également développé des créneaux qui ne servent à rien, des créneaux qui ne sont pas desservis par un chemin de ronde arrière. Donc on est dans une sorte de théâtralité de la fortification. Alors historiquement, on sait par une chronique que le château est fondé, alors c'est assez rare d'avoir une date de fondation, le château est fondé vers 1130. Le château neuf est reconstruit à la fin du XIIIe siècle par Géraud de Maulmont, qui est un Limousin qui a fait carrière à Paris, on va dire. Il brasse beaucoup de moyens financiers et il se ménage un réseau de soutien très important. Il prête de l'argent à des grandes familles du royaume, donc un personnage de tout premier plan. Et donc c'est lui qui entreprend la reconstruction. Et ce chantier est mené très rapidement. Donc après Maulmont est un clerc, il n'a pas de fils légitime, pas d'enfant légitime. On ne pense pas qu'il en ait eu, mais enfin bon, il ne peut pas avoir de descendance, donc ça passait des cousins. Le patrimoine de Maulmont étant tellement vaste, parce qu'il n'y avait pas que Chaluçay, il y avait plein d'autres châteaux, je vous l'avais dit, le roi de France, dans le contexte de conflit avec les rois d'Angleterre et l'Aquitaine des rois d'Angleterre, le roi de France cherche à mettre la main sur son héritage. Et donc il contraint les héritiers qui sont des neveux, il les oblige à procéder à un échange. Le roi de France récupère les terres de Maulmont et affecte aux deux neveux des terres en Auvergne, dans des coins qui sont moins sensibles. Et donc ça passe entre les mains du roi de France, qui au bout de quelques années le remet à l'un de ses proches conseillers, et ça passe donc à cette famille de Sully, qui est une famille berrichonne, au Sully pendant très longtemps, et avec le déclenchement de la guerre de Cent Ans, des brigands s'installent. Et il y a encore un seigneur légitime, mais qui n'est plus dans son propre château. Et après que ces brigands aient été chassés, le seigneur légitime devient le sire d'Albret, qui est un Gascon, mais qui n'est jamais là, qui nomme un capitaine pour administrer la place, faire rentrer les revenus. Sauf que ces capitaines qui s'installent, eux-mêmes sont des demi-mercenaires, sont des gens qui se font payer et qui ne sont pas des locaux, qu'en fait la place n'est pas tenue par ses propres seigneurs qui ne sont jamais là. C'est ce qui pousse les Limougeaux et le gouverneur du roi de France à
orchestré le démantèlement de la place. On détruit, on écrase les voûtes, on éventre les courtines pour le rendre inutilisable pour des bandes armées. Donc son histoire militaire et résidentielle s'achève à la fin du XVIe. Et là commence l'histoire de la ruine. Donc quand les enfants viennent à Chalucet, ils se voient dans le Moyen-Âge, ils imaginent très bien, ils font le lien avec les films, avec les petites histoires qu'on leur a lues, ils jouent et ils rêvent. Et donc un site comme Chalucet a absolument tous ses atouts. Et quand en plus on peut greffer un discours construit, qui donne du sens, qui explique les choses, j'allais dire, je parle des enfants, mais les adultes peuvent vite devenir des grands enfants et rentrer dans le même mode d'appropriation du site.